C'est Agent Double, un thriller d'espionnage historique de Tyler Wolff, tome 1, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Prologue. Berlin-Ouest, Allemagne, le 16 juin 1948. Maxine offrit un sourire à l'Allemand qui se tenait devant elle, mais ne fut pas surprise de voir qu'il n'y répondait pas. 3 ans après la guerre, l'antagonisme entre les vainqueurs et les vaincus semblait encore tenace. Pourtant, cet homme en particulier sollicitait un visa pour les États-Unis. On aurait imaginé qu'il ferait l'effort de lui rendre son sourire. « Très bien, monsieur Buchholz, » commença-t-elle, en lui présentant des documents. « Veuillez les examiner et signer là où c'est indiqué pour que je puisse traiter votre demande. » Monsieur Buchholz sortit un stylo et parcourut le premier document. Maxine conserva son sourire et garda une voix chaleureuse alors qu'elle proposait « Vous pouvez emporter ces papiers et vous asseoir dans notre salle d'attente pour les remplir avant de revenir me voir. » Sans un mot, Buchholz continua sa lecture. Intérieurement, Maxine poussa un soupir. Née Maxine Scher et élevée à Boston, elle n'avait rejoint Berlin que pour travailler au département d'État. Mais ses parents étaient originaires de Rhénanie et leur foyer résonnait exclusivement de la langue allemande. Elle savait qu'elle parlait sans accent et que Buchholz l'avait parfaitement comprise. « Monsieur Buchholz, » essaya-t-elle encore une fois, « je vous prie de patienter dans notre salle d'attente pendant que vous remplissez ces formulaires. D'autres personnes attendent de mon assistance. » Arrivé en bas de la page, il fit une pause théâtrale, avec son stylo, avant de signer avec application. Puis, il retourna la feuille pour s'attaquer à la suivante. Sur 11 pages. « Monsieur Buchholz, » insista-t-elle avec moins de courtoisie, « je vous demande de prendre place dans la salle d'attente, s'il vous plaît. D'autres visiteurs attendent. » Il sembla juger inutile de lui répondre. Maxine jeta un œil au prochain client, un gaillard imposant à la carrure musclée qui devait avoir la quarantaine, et qui fusillait du regard le récalcitrant. C'était le renfort dont elle avait besoin. Elle fit signe à l'homme robuste. « Je suis disponible pour vous. Ici, monsieur. » L'homme s'avança sans hésiter et repoussa Buchholz sur le côté d'un geste sec. Face à un regard glacé et méprisant du colosse, Buchholz rougit, puis décocha un regard furieux en direction de Maxine. Elle afficha son plus beau sourire. « Merci de vous remettre à la fin de la queue quand vous aurez terminé vos papiers. » Buchholz grimaça méchamment. « Tu as perdu la guerre, mon cher. Navré pour toi. » Après avoir lancé un dernier regard menaçant vers le géant impassible, il se dirigea vers l'espace d'attente en essayant de préserver sa dignité, adoptant presque une marche militaire. La dignité même incarnée, pensa Maxine avec ironie. Elle expira doucement avant de se tourner vers le nouvel arrivant. « Maintenant, en quoi puis-je » Une détonation violente secoua l'ambassade. Le grand homme vacilla, manquant de peu de tomber. Maxine, bien plus légère, n'eut pas cette chance. Sa chaise bascula en arrière et elle fit plusieurs roulades, sa jupe s'envolant au-dessus de ses jambes fuselées. Elle lissa rapidement sa jupe et regarda autour d'elle pour vérifier si quelqu'un l'avait vue. Puis, elle réalisa que cela n'avait aucune importance. On venait d'attaquer l'endroit. Alors que la pensée lui traversait l'esprit, le bâtiment sombra dans l'anarchie. Des cris retentirent et les personnes en attente s'éparpillèrent, se ruant vers les sorties. Elle envisagea un moment de les suivre, mais en voyant une femme de sa taille se faire renverser puis piétiner par la foule, elle opta pour la prudence. La bombe n'avait pas été larguée depuis les airs et tous les murs tenaient encore. Ce n'était donc pas un obus d'artillerie. Cela signifiait qu'une charge explosive ou une mine avait été posée à l'intérieur du bâtiment et il était peu probable qu'une seconde explosion survienne. « Restez calme, tout le monde !»
lança un agent de sécurité par-dessus le tumulte. « On gère la situation !» Maxine aurait éclaté de rire si la situation n'avait pas été aussi tragique. « Ne dis pas que tu gères, fais-le. » Pas qu'elle aurait fait mieux. Plus de 500 personnes étaient présentes dans cette aile, et seulement une douzaine d'agents pour les encadrer. La tâche était désespérée, mais ils essayèrent malgré tout. Les agents s'affairèrent pour organiser un repli structuré, criant et tirant sur la foule dans une tentative vaine d'imposer un semblant d'ordre. Maxine attendit simplement derrière son bureau, prête à se baisser ou à s'enfuir si nécessaire. Une seule bombe a explosé. Inutile de paniquer. La fumée commença à envahir le hall depuis le bureau de guerre. Logique qu'on y ait placé la bombe. Même si la nation n'était plus en guerre, le bureau était stratégiquement positionné pour être visible dès l'entrée du bâtiment. Ce n'était pas un hasard. En dépit des discours américains sur une nouvelle ère et une prospérité partagée, ils voulaient afficher clairement leur victoire sur l'Allemagne. « Mon Dieu !» entendit-elle quelqu'un crier depuis le bureau de guerre. « Le général Preston est mort. Quelqu'un a assassiné le général Preston. » Un frisson parcourut l'assistance. Les agents blêmirent davantage, et Dwight Cooley, le supérieur de Maxine, parut vaciller. Elle ne connaissait pas ce général Preston, mais il était manifestement influent. Les autres semblaient bouleversés. Peu importe qui c'était, qu'on nous sorte d'ici. Sa mère lui aurait reproché sa grossièreté intérieure, mais elle s'en moquait éperdument à ce moment-là. Elle fixa les sorties et choisit la moins encombrée. Sans hésiter, elle saisit son sac et s'élança vers la sortie en dépassant Buchholz, qui tenait précieusement ses papiers, tout en la dévisageant d'un air horrifié. Ce n'était pas son moment le plus glorieux, mais elle éprouva une satisfaction perverse en s'échappant du bâtiment, tandis que lui restait piégé à l'intérieur. Le sous-directeur, Robert Pierron, fronça les sourcils en analysant le rapport déployé devant lui. L'analyste qui venait de lui remettre « Jean, John, peu importe », semblait tout aussi contrarié que Robert lui-même, bien que probablement pour des raisons différentes. D'après les premières analyses, expliqua-t-il, l'explosion a été causée par une charge composée de RDX, conçue spécifiquement pour concentrer toute sa force sur le général Preston lui-même. Il ne restait pratiquement rien. Le médecin légiste n'a pu déterminer aucune autre cause que la violence directe de la détonation. Il avait été mis en pièces par l'explosion. L'analyste hocha la tête avec gravité. « Oui, monsieur, c'est exact. » Pierron approuva d'un signe de tête. « Je crains déjà connaître la réponse, mais posons la question. Avons-nous une piste sur les auteurs ? » « La Russie, monsieur, c'est presque certain. » Pierron poussa un soupir. Il se doutait que les bolcheviks finiraient par tenter quelque chose. Autant que cela se produise maintenant plutôt que le jour où Truman, avec sa sensibilité exacerbée, déciderait de clore définitivement la question nucléaire et de réduire les États-Unis à un pays replié sur lui-même, ignorant volontairement les tumultes du monde. Non pas que l'idée de se retirer lui déplaise, seulement il était conscient qu'à l'ère actuelle, c'était hors de question. Si les États-Unis pouvaient affronter l'Allemagne et le Japon sur deux fronts océaniques simultanément, alors d'autres pouvaient sûrement menacer le territoire américain. La seule manière d'éviter cela était de posséder une puissance dissuasive si grande que personne n'oserait s'y frotter en premier lieu. Peut-être cet incident convaincrait-il les dirigeants de rester fermes. Mais Robert n'était pas disposé à laisser un acte bolchevique contre un général américain sans riposte. « Contactez notre bureau à Berlin, » ordonna-t-il. « Avertissez également Paris et Londres. J'exige des renseignements. Qui a commandité l'attaque? Qui a posé la bombe? Qui visait Preston? Et pourquoi choisir notre ambassade, où 60 Américains viennent travailler au quotidien? » Son équipe le fixa, abasourdi,
avant qu'il ne soupire à nouveau. J'apprécierais que ça ne traîne pas, messieurs. L'agitation gagna aussitôt les lieux. Les télégraphistes se mirent à envoyer des messages codés vers les différents bureaux européens pendant que les analystes s'affairaient à leur poste pour décrypter les premiers éléments disponibles. Robert observait leur travail, sentant monter en lui cette effervescence si particulière qui accompagnait chaque mission d'envergure. Que les rouges tentent leur chance. Nous leur ferons regretter leur audace. Il ne fallut pas longtemps pour que les informations commencent à affluer. Berlin réagit le plus rapidement, logique étant donné leur proximité géographique. L'explosif était un plastique riche en RDX, bien plus stable que le C3 utilisé par les Américains. Plutôt que des nitrates liquides, ils utilisaient un polymère légitime comme plastifiant et ajoutaient eux-mêmes du caoutchouc synthétique pour lier le tout. Le résultat était considérablement plus sûr que le C3 habituel. Le front de Pierron se marqua de rides lorsqu'il prit connaissance du rapport et s'en alla interpeller un jeune homme mince aux lunettes épaisses. « Bryson, vous avez quelques notions sur les explosifs, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?»« Quelques-unes, monsieur, » répondit Bryson, qui avait servi comme artilleur dans les blindés durant la guerre. « Parfait. Examinez ceci et faites-moi un retour. » Après avoir déposé le dossier sous ses yeux, il attendit avec impatience l'évaluation du jeune homme qui parcourut rapidement le document avant d'afficher une mine stupéfaite. C'est astucieux. Avec ces polymères et ce caoutchouc synthétique, ils ajustent la souplesse de l'explosif sans ajouter trop de composés annexes, ce qui le rend nettement plus performant que notre composition C3. Et il est plus maniable puisqu'il contient moins de nitrates volatiles. Je veux savoir ce que cela signifie concrètement, Bryson, coupa sèchement Pierron. Le jeune homme battit des paupières, puis reprit son sérieux. En somme, cet explosif est particulièrement stable. En clair, il ne détonne que si on l'y contraint fortement. Il faudrait une charge électrique conséquente ou un autre type de dispositif explosif pour déclencher sa réaction chimique. Comme je vous disais, monsieur, sans cela, il était pratiquement inerte. Pierron s'acquiesça. Pourquoi un assassin rendrait-il son explosif délibérément inopérant? Bryson remonta ses lunettes. Pierron le trouvait étonnamment ressemblant à ce journaliste de bande dessinée qui se métamorphosait en super-héros extraterrestre. Peut-être que Bryson cachait lui aussi une force insoupçonnée derrière son bégaiement. Je dirais, monsieur, pour le transporter sans risquer une explosion accidentelle, surtout en prévision de variations extrêmes de température et d'humidité. Comme passer des toundras glacées de Russie aux forêts tempérées d'Allemagne. Exactement. Bryson laissa échapper un soupir de résignation. C'est bien cela. Monsieur Wall, Pierron. Directeur Wall, le reprit Pierron, en s'approchant du télégraphiste qui l'avait interpellé. Le jeune homme blêmit subtilement, mais resta maître de lui. En pointant du doigt la transcription d'une communication radio fraîchement interceptée, il était clair que c'était la nouvelle elle-même et non Pierron qui lui inspirait crainte. Cible une éliminée. Gloire à la mère patrie. Pierron hocha la tête. Après avoir brièvement fouillé sa poche pour un cigare qu'il alluma distraitement, il médita sur la situation. Les Allemands parlaient on de patrie en référence à l'Allemagne, galvanisant les Ariens à embrasser leur cause pour le Troisième Reich. La mère patrie, c'était autre chose. C'était le cri de ralliement des derniers adversaires de l'Amérique. Apparemment, les bolcheviks s'étaient pris à passer à l'action. Il tira sur son cigare, laissant la fumée du tabac cubain affiner sa perception et aiguiser son esprit. « Eh bien, murmura-t-il, il semblerait que nous ayons une nouvelle dette à honorer. » Chapitre 1. Moscou, URSS, 20 juin. Tyler Wolff resserra les pans de son manteau
et s'efforça de ne pas paraître comme un étranger égaré. Il était probablement le premier agent de renseignement américain à fouler le sol soviétique. Il lui fallait donc réussir cette mission, coûte que coûte, en se fondant dans la masse. Cependant, comprendre comment se comportaient les Russes restait pour lui une énigme. C'était là sa première véritable immersion depuis sa nomination. Il avait terminé ses années à West Point après la guerre et avait ensuite consacré 3 ans à s'intégrer au sein de l'OSS, désormais appelé CIA, et à se former pour devenir officier du renseignement. Mais qu'est-ce que se comporter normalement pouvait bien signifier dans un pays où la normalité avait une définition si particulière? Un couple lui passa devant sur le trottoir. L'homme protégeait sa compagne d'un bras autour des épaules. Tous deux lancèrent un regard méfiant à Tyler qui, tentant un sourire et un salut cordial, ne fit qu'intensifier leurs soupçons. Eh bien, il faudra oublier toute marque de politesse exagérée. Au moins la météo était clémente. Originaire de Californie et ayant grandi à Los Angeles, Tyler ne connaissait l'hiver qu'à travers les films vus au cinéma, comme cette séance de Citizen Kane, juste avant d'entrer à West Point. Si sa visite s'était déroulée en décembre plutôt qu'en juin, il aurait pu se trahir rien qu'en succombant au froid. Un sourire lui revint aux lèvres en repensant au film. Il y avait emmené Josie Beckett, une jeune fille tendre, aux cheveux auburn et aux longues jambes élancées. Dans l'obscurité du dernier rang, sa main s'était faufilée sous son manteau. Si l'ouvreur n'avait pas choisi cet instant précis pour passer près d'eux, Tyler aurait peut-être convaincu Josie d'ôter quelques de boutons supplémentaires sur son chemisier. Le baiser restait néanmoins mémorable, passionné et sincère, et c'est avec ce sourire aux lèvres qu'il était parti pour West Point le lendemain matin. À présent, Tyler ne souriait plus. Il devait rencontrer un certain Alexei Sergueïevitch dans un parc à quelques rues de là. Selon ses informations, Alexei détenait des renseignements cruciaux sur le programme nucléaire soviétique et l'agence considérait cela assez important pour envoyer un véritable espion à Moscou. Officiellement, il n'était pas Tyler Wolff, mais Vladimir Trotsky, un jeune Russe émigré de retour au pays pour se reconnecter avec ses racines et comprendre les raisons du combat héroïque des Soviétiques en Europe. Il espérait de tout cœur ne pas avoir à utiliser cette couverture. Arrivé au parc, il aperçut un groupe d'une demi-douzaine d'hommes formant un cercle près du banc où devait se tenir sa rencontre avec Alexei. Adoptant une attitude décontractée, il s'assit sur le banc, levant les yeux vers le ciel, comme s'il n'avait pas remarqué la présence des hommes. Visiblement, son air nonchalant n'était pas convaincant. Le groupe interrompit sa conversation et le dévisagea. Tyler fit semblant de ne pas les avoir vus, jusqu'à ce que l'un d'eux l'interpelle. « Qu'est-ce que tu fais là, l'Américain » Tyler sentit son cœur s'affaisser. Sa couverture était-elle déjà grillée? Il joua l'incompréhension. « Vous vous adressez à moi. »« Vous vous adressez à moi » imita l'homme avec mépris. « Je ne vois pas d'autres foutus Yankees dans le coin, toi peut-être. »« Calme-toi, Tyler. »« Oh, dit-il en affichant un sourire contrit. On dit que j'ai un air américain, mais je viens en réalité de Leningrad. J'étais aux États-Unis pour étudier avant la guerre. Maintenant, je pense revenir vivre en Union soviétique. J'ai fait escale à Moscou pour découvrir la ville et j'ai également prévu de visiter Leningrad et Stalingrad avant de prendre ma décision finale. Les hommes se mirent à ricaner entre eux. Ce n'était pas bon signe. « Ah, je vois, » dit celui qui semblait être le meneur avec sarcasme. « Et après, tu iras aussi faire un tour à Communistville, peut-être une escapade à Partyville, ou tu songes à t'installer à Marksville. » Ils se positionnèrent alors en arc de cercle autour du banc. La situation empirait sérieusement. Tyler tenta une autre tactique et prit une mine sévère en se redressant de toute sa stature,
imposante de presque 2 mètres pour 100 kilos. Vous mettez en doute mon engagement envers le parti? L'homme éclata de rire sans être intimidé par la carrure de Tyler. Yankee, ton accent est atroce. Tu sonnes comme une Allemande qui aurait appris le russe avec un cosaque saoul trop heureux d'échanger des faveurs contre un passeport. Les autres éclatèrent de rire, tandis que Tyler tentait désespérément de cacher sa nervosité grandissante. Il leva les mains en signe d'apaisement. « Je suis là pour voir un ami, rien de plus. »« Tu veux dire rencontrer un traître ?» rectifia l'un des autres hommes. Les 6 Omex le fixaient maintenant d'un air menaçant. Tyler sentit son cœur plonger encore plus bas. Non, ça n'était pas possible. Pas si vite. Il venait tout juste d'arriver à Moscou depuis 3 heures seulement. Que voulait-il te dire, cet Américain? Comment assassiner Staline? Comment voler nos secrets militaires? Bien joué, mon frère. Tyler soupira théâtralement. Je vois que j'ai blessé votre honneur soviétique. Il vaut mieux que je parte maintenant. Alors qu'il allait s'éloigner, le premier homme tendit la main et poussa Tyler qui tomba sur le banc. Ancien meilleur coureur pendant sa 3e année à West Point, la chute ne lui fit rien physiquement, mais elle fit monter une vague inquiétante en lui. Contre un adversaire, il se sentait confiant. Contre 2, il gardait espoir. Contre 3, cela serait difficile, mais faisable avec de la chance. Mais contre 6, il n'avait plus qu'une option désormais. Il se releva lentement, les mains toujours levées, en signe de paix, tout en gardant la tête baissée, mais les yeux rivés sur le visage de son agresseur. « Apprenons aux Yankees !» L'attaque de Tyler fut si brutale que son adversaire s'affaissa au sol, la mâchoire fracassée. Les 5 autres restèrent bouche bée, devant leur camarade à terre, lui laissant le temps de s'échapper. « Hé, reviens ici, comme si j'allais laisser faire ça !» se moqua-t-il intérieurement. Il s'élança à travers le parc, veillant à ne pas courir dans les rues, pour éviter d'attirer l'attention. Avec sa chance habituelle, il ne manquerait plus que d'autres citoyens le prennent en chasse pour lyncher l'espion américain. Sa foulée était rapide, creusant un écart considérable avec ses poursuivants. Heureusement qu'il avait gardé la forme. « Hé !» Ce cri venait de devant lui. Il stoppa net et aperçut 3 autres Russes qui avançaient d'un pas menaçant. Ils sortaient de partout, apparemment. « Arrêtez-le !» hurlèrent ceux derrière lui. « C'est un espion américain !» La situation se corsait. Tyler fonça tête baissée sur le trio. 2 furent renversés aussitôt, mais le 3e s'accrocha à sa jambe et manqua de le faire tomber. Après un instant de déséquilibre, il retrouva sa posture, mais cela avait suffi aux premiers poursuivants pour combler leur retard et l'encercler. Les 10 secondes qui suivirent furent terrifiantes. Une déferlante de coups s'abattit sur lui. Il paraît tant bien que mal, se protégeant la tête avec ses bras, mais ils étaient trop nombreux, et certains coups faisaient mâche et faux mouche. Lorsqu'il riposta, son poing trouva sa cible, mais au prix d'une pluie de coups sur son propre crâne. Il allait s'effondrer sous peu, et avec lui, la brillante carrière de Tyler Wolff à la CIA prendrait fin. Soudain, un grondement retentit, et un des assaillants tomba au sol. Un autre poussa un cri avant de s'effondrer à genoux, une main serrant un bras vraisemblablement intact quelques instants plus tôt. Une silhouette flottante surgit et un 3e homme chuta à son tour. Tyler réalisa alors qu'on venait à son secours. La CIA devait avoir envoyé du renfort, prévoyant qu'il puisse se trouver dans une situation délicate. Il devrait exprimer sa reconnaissance à ses supérieurs une fois rentré. Un 4e attaquant envoya un coup que la silhouette para aisément avant d'enchaîner une série de frappes précises jusqu'à lui briser la mâchoire. Cette silhouette se tourna vers lui et Tyler ouvrit grand les yeux. Ce n'était pas un agent flou, c'était une femme. Et quelle apparition! Ses longs crôlis cheveux blonds encadrés dans son visage déterminé avec des yeux bleus, intenses et des pommettes hautes.
des lèvres charnues, rappelant celles de Josie Beckett, complétaient ce tableau saisissant. Et son corps. Tyler était certes gentleman, mais il n'en demeurait pas moins homme. Il aurait tout donné pour découvrir davantage cette silhouette athlétique. « Tu vas rester immobile toute la nuit ?» lança-t-elle agacée, tout en évitant un nouvel assaillant qui tentait de l'attraper avant de lui fracasser le nez d'un coup sec. Tyler cligna des yeux avant d'entrer dans la danse, un crochet du droidi assommant pour l'un, une épaule en avant pour désarçonner l'autre. En relevant les yeux, il remarqua qu'il ne restait plus aucun adversaire debout. Avait-elle fait ça seule? « Dépêchons-nous, » dit-elle en saisissant sa main pour l'entraîner à sa suite. Il trébucha brièvement avant qu'elle ne souffle d'impatience et ralentisse suffisamment pour qu'il puisse la suivre sans peine. « Concentre-toi, je t'en prie, » dit-elle sèchement. « Nous devons sortir de Moscou dès ce soir. »« Ce soir ?» reprit-il en clignant des yeux, avant que la réalité de sa mission ne refasse surface dans son esprit embrumé. « Mais j'ai encore des choses à... » La mission est compromise. Alexeï Sergueïovitch est mort, et ce n'était pas son véritable nom de toute façon. Et comment s'appelait-il vraiment? Cela n'a plus aucune importance, il est mort. Elle prit les devants, hors du parc et dans un enchevêtrement de ruelles étroites où ils poursuivirent leur fuite éperdue. Alors, il en est où ce boulot? Il est compromis. Tu es un piètre espion, l'Américain. Il sentit le rouge lui monter aux joues. Peut-être, mais tu ne peux pas en être certaine. D'ailleurs, tu es... Attendez, tu n'es pas américaine, n'est-ce pas? Non, reste ici. Elle ponctua son ordre en s'arrêtant brusquement et en tendant le bras. Tyler se prit le poignet en plein ventre en la suivant et se courba, surpris qu'elle n'ait pas bougé d'un iota. Elle le lui rendait bien une tête et était nettement plus robuste. Elle s'éloigna alors que Tyler levait les yeux pour constater qu'ils étaient arrivés dans une cour pleine de véhicules militaires, essentiellement des camions gaz. Il l'observait tandis qu'elle examinait chaque véhicule, à la recherche de celui en état de marche. Elle en trouva un et le moteur tout sauta avant de rugir de manière stable. Elle lui fit signe d'approcher et il se hâta de grimper à ses côtés. « C'est quoi ton nom? »« Anya. »« Anya, ça sonne bien. » Il tendit la main. « Tyler. » Elle continua de regarder la route sans lui accorder un regard. Il toussa légèrement et retira sa main. « Alors, si tu n'es pas américaine, tu es quoi? Française? Britannique? »« Russe. » Il la fixa, perplexe un instant, puis écarquilla les yeux. « Tu es russe? Oh non! Détends-toi, je ne te kidnappe pas, et je me fiche de ta mission. C'est toi qui vas m'aider, pas les soviétiques. » Défiance dans le regard, il répliqua. « Et en quoi puis-je t'être utile? » Pour commencer, par te taire. Tyler bougonna et essaya de trouver une position confortable sur son siège. La situation était préoccupante. Pour tout dire, il venait peut-être de tomber entre les mains d'une agente du MGB qui l'emmenait vers un lieu inconnu pour le soumettre à la question jusqu'à ce qu'il révèle tous les secrets américains. Mais elle avait pris des risques pour le sauver alors que sa couverture était brûlée. Pour l'instant, il choisissait donc de lui faire confiance. Chapitre 2 21 juin. Près de Vereya, Russie, à environ 110 km au sud-ouest de Moscou. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Anya. Ça je sais déjà. Anya Fedorov. Aucune émotion ne transparaissait sur le visage d'Anya. Tyler ne pouvait dire si elle était sarcastique ou non. Ils étaient installés dans une cabane abandonnée, à une centaine de kilomètres de Moscou selon Tyler. Anya avait gardé le silence pendant tout le trajet et avait seulement précisé qu'il passerait la nuit ici. C'était l'occasion idéale pour Tyler de chercher à comprendre sa situation avec elle et ce qu'il devrait en faire.
Facile à dire, mais moins à faire. Très bien, Anya Fedorov. Pour qui bosses-tu? Pour personne d'autre que moi-même. Tu prétends donc avoir appris seul tout ce qu'il faut pour être soldat? Je travaille pour moi-même. Tyler soupira. Écoute, Anya, si on doit collaborer, il va falloir que tu sois plus loquace. Si tu veux être espion, apprends plutôt à te taire. Donc c'est ça? Tu es espionne? Un éclat d'agacement traversa ses yeux avant qu'un demi-sourire ne vienne flotter sur ses lèvres. Tyler se retint de savourer sa petite victoire après avoir réussi à obtenir ces informations, préférant approfondir leur discussion. Alors, tu travailles pour le MGB. Elle resta silencieuse, suivant visiblement son propre conseil. Néanmoins, Tyler devait savoir, avant que leur partenariat ne prenne une autre direction. Je te suis reconnaissant pour m'avoir extrait du pétrin en ville, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur tes employeurs. Quel genre d'aide tu attends de moi et pourquoi c'est nécessaire? Tu vas me conduire auprès de tes supérieurs. Hors de question. La détermination de Tyler désarçonna Anya. Elle battit des paupières et recula d'un pas. Tyler lui accorda un instant pour assimiler son refus avant de s'expliquer. De toi, je ne sais rien, si ce n'est que tu te bats bien et que tu es espionne. Et tu es donc belle. Tu prétends être du MGB, mais qui sait, tu pourrais tout aussi bien servir une multitude d'autres agences. Tu te dis russe, pourtant ton anglais est impeccable sans la moindre trace d'accent. Tu pourrais être allemande, française, suisse, ou même mongole, je n'en aurais aucune idée. Je ressemble à une mongole. Plutôt contrariée, dirais-je. Elle plissa les yeux et son visage se ferma. Tyler regretta d'avoir trop insisté et tenta une autre approche. Essayons différemment. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu souhaites rencontrer mes supérieurs? Je veux faire défection. Vers qui? Je le dirai à tes chefs. Impossible. Sans réponse convaincante de ta part, je ne t'introduirai pas auprès d'eux. Je n'ai rien à te dire. Tu manques d'expérience en espionnage. Tu es non entraîné, naïf, inexpérimenté. Tu ressors comme, comment dit-on déjà? Un doigt meurtri? Un pouce endolori, rectifia Tyler. D'accord, j'admets que j'ai mal géré cette situation. Néanmoins, j'ai besoin que tu sois sincère avec moi si tu veux que je te conduise à mes supérieurs. Sincère? Qu'entends-tu par là? Honnête. J'ai toujours été honnête. Mon intention est de faire défection. Je t'ai sauvé la vie et maintenant je demande à voir tes chefs. Cela ne marche pas ainsi, on ne troque pas les faveurs. Alors c'est quoi? Un échange de bons procédés. Si tu fais quelque chose pour moi, j'en fais autant pour toi. Imaginons les rôles inversés. Si c'était moi qui te sauvais et te demandais de me présenter à tes chefs, parce que j'ai évité qu'on te batte, accepterais-tu sans plus de questions? Ne voudrais-tu pas savoir si je suis digne de confiance et si j'ai des informations susceptibles d'intéresser tes supérieurs? Elle détourna le regard, visiblement contrariée. Il commençait à entamer ses défenses. Alors, pour qui travailles-tu vraiment et pourquoi cette défection? Elle poussa un soupir. Oui, je suis du MGB, mais les raisons sont personnelles. Ce n'est pas suffisant. Elle s'enflamma. Il est inutile que tu connaisses toute ma vie. Il faut quand même que je sache pourquoi tu prétends vouloir trahir ton pays pour rejoindre l'ennemi juré et le rival le plus acharné. Imagine ma situation. J'arrive chez mon chef et lui dis quoi? Voici une femme, elle vient du MGB et veut nous rejoindre car elle m'a évité un passage à tabac. La CIA. Tyler hésita puis acquiesça. Oui, la CIA. Donc elle souhaite collaborer avec nous, mais refuse de dire pourquoi. Ses raisons sont personnelles. On l'accepte puis elle apprend où on se trouve et qui sont nos responsables haut placés, mais on ne lui demande rien parce que ça ne nous concerne pas.
Comment crois-tu qu'ils vont réagir? Et comment penses-tu qu'ils réagiront en découvrant que tu as échoué dans ta mission? Le défia Anya. Ils me blâmeront légèrement puis me cantonneront derrière un bureau pendant quelque temps, avant de me donner une nouvelle chance. Elle était ébahie. Ils ne vont pas te punir plus sévèrement? Tyler fut pris de court. Quoi? Non, bon sang. C'est ça qui te fait fuir? Tu crains d'être puni après une erreur? Je n'ai pas échoué, soupira-t-elle à nouveau. Mes raisons sont privées, mais elles intéresseront sûrement tes supérieurs, car je peux leur être précieuse. C'était déjà un progrès. En quoi exactement? Je travaillerai pour eux, comme vous l'avez suggéré. En tant qu'agent du Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.